Les médias outillés sur le renforcement du dialogue et la prévention des violences et conflits liés aux processus politiques et électoraux au Mali. Une initiative de la Maison de la Presse et du PNUD. Les deux partenaires veulent permettre à la presse de comprendre et d'analyser les facteurs de risque qui peuvent survenir durant les cycles électoraux. Le 24 août prochain, c'est le renouvellement des organes des sociétés coopératives des producteurs de coton. Pour la réussite de l'opération, dans un climat apaisé et crédible, deux membres du gouvernement ont lancé à Bougouni une série de rencontres d'information avec les acteurs. Nos envoyés spéciaux nous en diront plus dans ce journal. Améliorer les conditions de vie des populations maliennes et burkinabées, c'est la mission affichée par le programme Résilience climatique et stabilité financé par la fondation Patrip. Près d'1,3 milliard de francs CFA sont débloqués pour 24 mois, la durée du programme. Le Réclis Mali a été lancé à ça. On fera le point avec notre correspondant sur place, Drissa Kodé. Plus de 150 kg de cocaïne saisis par la douane malienne. C'était à Kourémalé, à la frontière Mali-Guinée. Tous les détails de l'opération de saisie à suivre avec Tamsir Diabaté dans ce journal. C'était là le sommaire. Nous sommes mardi 16 août. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Nous partons directement à Badjangara où les membres de la commission loi du CNT poursuivent leur mission de vulgarisation de la nouvelle loi électorale. C'est à la faveur d'un atelier où prennent part les forces vives de la région afin que chacun soit au même niveau d'information. Idrissa Keïta, compte rendu. Souciés d'organiser des élections libres, transparentes et moins contestées, les membres du CNT, Conseil national de transition, sont à Badjangara pour une rencontre de partage portant sur la nouvelle loi électorale. Une loi promulguée par le président de la transition le 24 juin dernier. Comme partout, nous allons encore une fois de plus marteler les messages que nous cherchons à venir à la rencontre de tous les Maliens pour que chacun se sente concerné par cette loi électorale. Nous sommes dans une période de transition et les élections en période de transition sont extrêmement sensibles. La rencontre avec les représentants des partis politiques, ceux des organisations et de la société civile de Badjangara a permis d'échanger sur le contenu de cette nouvelle loi électorale et les innovations majeures qu'elle contient. Les innovations ont pour but d'améliorer la loi électorale afin qu'elle soit un instrument juridique susceptible d'assurer des élections crédibles, transparentes et apaisées. J'ose espérer que d'autres campagnes de sensibilisation, d'information sur son contenu seront engagées en direction des organisations de la société civile, des femmes, des partis politiques, de la diaspora et de l'intérieur de la région afin qu'elle soit largement expliquée, comprise, car les élections à venir seront plus que jamais déterminantes pour l'avenir de notre nation. Les différents intervenants ont salué la tenue de cette rencontre qui va favoriser une meilleure loi électorale. Les médias outillés sur le renforcement du dialogue et la prévention des violences et conflits liés aux processus politiques et électoraux au Mali. Une initiative de la Maison de la Presse et du PNUD autour d'une table ronde ouverte ce matin à Bamako. Les deux partenaires veulent permettre à la presse de comprendre et d'analyser les facteurs de risque qui peuvent survenir durant les cycles électoraux. Mohamed Kayantao, Abdraman Douka Traoré, reportage. À moins de 2 ans de la tenue des élections, des initiatives se multiplient pour permettre aux citoyens d'accomplir leurs devoirs civiques en toute quiétude. C'est dans cette optique que le PNUD a sollicité l'appui des médias maliens pour minimiser les conflits et violences en période électorale. Les citoyens attendent davantage de professionnalisme en bannissant dans ses rangs les mauvaises graines qui posent des obstacles au progrès de la presse malienne. Plusieurs communications sont au programme de cette table ronde sur le renforcement du dialogue et la prévention des conflits et violences liés aux processus politiques et électoraux. Parmi celles-ci, l'importance de la prise en charge des violences basées sur le genre en période électorale, le bilan des processus électoraux et des réformes politiques et institutionnelles. Le langage et la rhétorique des médias, y compris la presse écrite, les émissions radio et télévisuelles, les publications en ligne et les médias sociaux, comme le Twitter ou Facebook, ont été identifiés
comme d'importantes sources de prévention à la violence politique. Le risque est alors que les médias alimentent la polarisation, incitent aux tensions et déforment les faits dans des environnements souvent vulnérables. Outre des hommes des médias, cette rencontre regroupe les représentants de l'administration et les partenaires techniques et financiers, dont le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. 2 jours de travaux doivent permettre de valider une stratégie de médias nationaux, régionaux et locaux pour la prévention des violences et conflits électoraux, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance démocratique au Mali. CRI 2002 sur financement du Fonds des Nations Unies pour la démocratie à hauteur de 48 millions de francs CFA lance le projet de renforcement du contrôle démocratique civil du secteur de la défense et de la sécurité. Le dit projet va promouvoir l'intégrité, la transparence et la redevabilité dans le secteur de la défense et de la sécurité. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement, c'est avec Koumba Sissé. Dans un pays en guerre, un dialogue constructif est nécessaire entre les civils et les militaires. Pour renforcer ce lien de collaboration entre ces deux parties, CRI 2002 et ses partenaires ont lancé un projet de renforcement du contrôle démocratique civil du secteur de la défense et de la sécurité. L'initiateur s'attend à des résultats tangibles sur le terrain. Le premier résultat attendu, c'est comment permettre aux organisations de la société civile à avoir accès à des informations vraies, factuelles, leur permettant de donner les vraies informations, les informations qui vont dans le sens de la défense de notre pays, la défense de la patrie. Le deuxième également résultat extrêmement important sur lequel nous allons travailler, c'est comment pouvoir mener de façon sereine, apaisée, intelligente le contrôle civil démocratique. Et le troisième résultat important, quel type de mécanisme, quel type de passerelle il faut mettre en place entre les forces armées de sécurité, les organisations de la société civile, les citoyens, pour que nous puissions travailler en symbiose. Ce projet a tout son sens aujourd'hui, vu que la situation sécuritaire est toujours une question d'actualité au Mali. L'objectif principal du projet est de contribuer au renforcement des capacités des organisations de la société civile dans le contrôle démocratique civil de la gouvernance du secteur de la défense et de la sécurité, dans le respect, bien entendu, du principe sacro-saint, du secret de défense et de la préservation de la sécurité nationale. Pour une durée de 24 mois, la société civile et les forces de sécurité doivent davantage se donner les mains pour promouvoir la sécurité au Mali. D'un lancement à un autre, partons à San, où le programme Résilience climatique et stabilité à la frontière Mali-Burkina Faso vient de prendre son envol, et ce pour 24 mois, près d'1,3 milliard de francs CFA. C'est l'enveloppe financière du programme transfrontalier mise en œuvre par l'ONG Mercy Corps sur financement de la fondation Patrip. De San, les explications de Drissa Koné. En plus de minimiser les effets néfastes du changement climatique, le programme Héraclès Résilience climatique et stabilité est conçu pour ralentir l'expansion de la crise sécuritaire vers le sud, le long de la frontière poreuse entre le Mali et le Burkina Faso. Mis en œuvre par l'ONG Mercy Corps dans les deux pays, il vise 3 objectifs spécifiques. Promouvoir la stabilisation et la résilience économique, politique et sociale des communautés frontalières fragiles du Mali et du Burkina Faso, de favoriser la résolution des conflits et de prévenir l'extrémisme violent. Le projet Héraclès intervient dans la province de Kossi au Burkina Faso et dans 3 communes du cercle de Tominian au Mali dans la région de San. Les cibles de ce projet sont les jeunes, les femmes qui sont les couches les plus vulnérables. Aussi, ce projet a une durée de 24 mois. Le Mali vit une situation inédite de son histoire, caractérisée par une crise sécuritaire dans le centre, le sud et le nord. Dans ce contexte, le gouvernement malien réitère son soutien et son engagement aux différents programmes, et en particulier au programme Résilience climatique et stabilité de Mercy Corps et ses partenaires pour leur appui constant. Le coût global du programme Résilience climatique et stabilité est estimé à près d'1,3 milliard de francs CFA. Il est financé par la Fondation Patrip pour la gestion des conflits et la vulnérabilité climatique.
Et comme annoncé dans les titres, le 24 août prochain, c'est le renouvellement des organes des sociétés coopératives des producteurs de coton. Pour la réussite de l'opération, dans un climat apaisé et crédible, 2 membres du gouvernement ont débuté à Bougouni une série de rencontres d'informations avec les acteurs. Nos envoyés spéciaux nous en disent plus sur ce lancement. Ils sont Aboubakar Traoré et Mamari Kouni. Le renouvellement des organes d'administration, de gestion et de contrôle des sociétés coopératives des producteurs de coton s'inscrit dans le cadre du respect des dispositions de l'OHADA ainsi que la mise en œuvre de certaines recommandations des assises nationales sur le coton. La présence de 2 membres du gouvernement à cette rencontre préparatoire traduit donc la volonté des autorités de mettre en place une gouvernance démocratique au sein de ces sociétés. Après avoir rappelé le contexte dans lequel vont intervenir ces renouvellements, le ministre de la Santé et du Développement social a donné les dates des différentes élections et livré les messages du gouvernement. Du 24 au 30 août 2022, les sociétés coopératives des producteurs de coton à la base. Le jeudi 15 septembre 2022, les unions de secteur des sociétés coopératives des producteurs de coton. Le jeudi 29 septembre 2022, les fédérations régionales des sociétés coopératives des producteurs de coton. Le mardi 4 octobre 2022, la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. Tirant donc les leçons des difficultés rencontrées dans le renouvellement engagé en 2019, j'invite donc, au nom des plus hautes autorités, l'ensemble des acteurs de la filière à fédérer leurs efforts pour des renouvellements apaisés, crédibles, inclusifs et transparents, dont les résultats seront acceptés par tous. C'est dans l'union et la cohésion que les producteurs maliens pourront obtenir de bons résultats. C'est pourquoi le ministre du Développement rural attend beaucoup de ce processus. Sans l'entente, sans l'union, sans la cohésion, nous ne pouvons pas tirer meilleur parti de cette activité que vous menez. Nous ne souhaiterons plus que le secteur connaisse des crises liées à des problèmes de mise en place, d'organisation et autres. Pour sa part, le mandataire judiciaire a remercié le gouvernement pour les efforts consentis avant d'appeler les producteurs à aller voter. Tous sont invités, tous les producteurs de coton sont invités à aller s'inscrire dans les registres au niveau de leur coopérative pour pouvoir voter ou prétendre à un poste au niveau de leur bureau. Ensuite et surtout, nous leur disons que nous leur rappelons à la paix, au calme. C'est la même famille. On peut avoir des points de vue discordants, mais ce n'est pas lieu de dire que la famille est totalement divisée. Avant de quitter Bougouni, le ministre de la Santé et du Développement social a rendu visite aux notabilités, occasion pour celles-ci de faire des bénédictions pour le Mali. La Chambre régionale de commerce du district de Bamako, dans le cadre de sa concertation périodique, fait le point de la situation actuelle du marché après les mesures vigoureuses prises par le gouvernement pour maîtriser les prix des produits de forte consommation. Mamadou Fane nous en parle. La problématique de la cherté de la vie au centre des échanges entre la Chambre de commerce du district de Bamako et les représentants du secteur privé. Il s'agit par cette rencontre de trouver des voies et moyens pour atténuer les souffrances des populations. Notre exercice de cet après-midi, c'est vraiment pour porter à la connaissance des plus hautes autorités là où se situe réellement le problème. La rencontre a porté sur l'information et la sensibilisation, qui sont vraiment très importantes dans les dispositifs. Les échanges entre les participants ont permis de dégager des pistes de solutions. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle du prix des produits de première nécessité. Donc il s'agit d'une chaîne de distribution. Les détaillants trouvent aujourd'hui qu'il faut vraiment libéraliser les subventions et les exos que l'État donne. Donc nous, aujourd'hui, nous avons pris ces messages-là et nous allons les porter vraiment à qui des droits pour essayer de voir, pour qu'on ne puisse pas se limiter vraiment à quelques opérateurs économiques et pour éviter un peu vraiment la surenchère. Dans l'espoir que leur vie soit exaucée, les commerçants du district et leurs partenaires entendent explorer d'autres pistes de solutions pour soulager en urgence les consommateurs maliens. Autre grand titre de ce journal, plus de 150 kg de cocaïne saisis par la douane malienne. C'était à Kourimali, à la frontière Mali-Guinée. La dite saisie s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la fraude. Suivons ensemble tous les détails de l'opération de saisie et c'est avec Tamsir Djabati.
Les douanes à la hauteur de leurs ambitions. Pour preuve, 159,5 kg de cocaïne d'une valeur marchande de près de 8 milliards de francs CFA sont saisis à Kourémalé, à la frontière Mali-Guinée. Selon les statistiques des douanes maliennes, cette prouesse des soldats de l'économie est une saisie record sur tous les corridors. Alors, quel a été le mode opératoire des agents du bureau secondaire des douanes de Kourémalé pour saisir cette importante quantité de cocaïne? Il y a un monsieur qui s'est présenté à nous pour demander le laissez-passer touristique. En la matière, c'est vraiment impossible. Le fait d'insister là-dessus prouve le comportement suspect de la personne. Donc son comportement a attiré notre attention et j'ai décidé avec quelques éléments d'aller voir le véhicule parce que c'est un véhicule carrément banalisé. Donc avec le flair douanier, on a vu que ce n'est pas clair. Justement, c'était à bord de ce véhicule banalisé que la cocaïne était disséminée. Ils ont carrément transformé le toit du véhicule pour stocker le produit. N'eût été la vigilance des agents, c'était bon vent au trafic de drogue. Nous avons vu qu'à l'intérieur, il n'y avait rien que des sacs, des téléphones. Mais vu les pneus du véhicule, on sentait une charge. C'est ce qu'on a essayé de découvrir. Comme le véhicule portait un porte-bagages, donc quand on a soulevé ce porte-bagages qui était fabriqué pour la circonstance, nous avons vu que le toit avait été éventré. Donc quand on a enlevé la tôle qui cachait en fait ce produit, nous avons vu des briquettes. Force est de signaler que depuis un certain moment, les soldats de l'économie ont adopté de nouvelles stratégies dans la lutte contre la fraude. C'est là à travers une surveillance accrue sur les différents corridors. Cette saisie record sur le corridor guinéen nous appelle à deux enseignements très importants. D'abord, les douanes maliennes ne ménagent aucun effort pour l'accomplissement de leur mission. Mais aussi, il faudrait vraiment, le second enseignement, remarquer que un pays en guerre, d'une manière générale et précisément notre pays, est un pays qui devient un terreau très très facile pour les malfaiteurs de tout genre, pour pouvoir vraiment se livrer à des activités illicites dans les pays. Et c'est pourquoi justement je profite de votre antenne pour lancer un appel à tous les collègues porteurs d'uniformes et même aux populations civiles, afin que tout le monde puisse rester très très vigilant pour la défense de notre patrie. Cette saisie dénote de la bonne collaboration des douanes maliennes et guinéennes, surtout au moment où les maîtres mots s'appellent la facilitation douanière, mais aussi la sécurité avant tout. C'est notre engagement partagé entre les douanes guinéennes et les douanes maliennes. Quand on parle de bilatéral, ça veut dire que les deux administrations vont travailler ensemble en termes de facilitation du transit, en termes de sécurisation du transit et en termes d'échange d'informations et de données. Facilitation et sécurisation, les douanes peuvent réussir ce double objectif et l'un n'empêche pas l'autre. Et aujourd'hui, on peut peut-être penser que bon, voilà, le corridor il est ouvert. Je vous assure que cela n'entamera en rien la détermination des deux douanes, des deux côtés, à travailler pour rester dans la vigilance. L'engagement et la détermination des agents de terrain de la direction régionale des douanes de Koulikoro sous le leadership de leur directeur, le lieutenant-colonel Mohamed Koulibaly, ont été salués et appréciés par la hiérarchie. En troisième région, 14e édition du camp biblique francophone du district de Sikasso, la contribution du jeune chrétien dans la refondation saine du Mali, c'est le thème choisi. Compte rendu, Sékou Konaté, Amadou Delo. Pour cette 14e édition du camp biblique francophone du district de Sikasso, ils sont plus de 200 jeunes chrétiens venus de plusieurs localités du pays pour participer à cet espace de rencontre et de partage autour des questions spirituelles et sociales. Et le thème retenu est la contribution du jeune chrétien dans la refondation saine du Mali. Ainsi, l'Église chrétienne évangélique, conformément à sa mission et s'appuyant sur sa jeunesse, entend jouer pleinement son rôle
dans la construction du Mali courant en étant un acteur de paix, de réconciliation, de cohésion sociale à travers des valeurs socio-chrétiennes, le bien-être collectif et surtout la prière, l'arme redoutable du chrétien. Pendant une semaine, les 200 campeurs vont à travers des activités spirituelles et sociales approfondir les notions de cohésion sociale, de réconciliation et de paix, afin de faire du jeune chrétien un véritable artisan de la refondation et de soutien à la transition. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alors, ce camp se tiendra dans les meilleures conditions. Les autorités actuelles du pays, à l'occurrence le président de la transition, son Excellence, colonel Assimi Goïta et le premier ministre Dr Choguel Kouramega, c'est là leur vision qu'ils ont montré à tout le monde qu'il faut une refondation saine au Mali. Si la jeunesse chrétienne aujourd'hui a cette conscience de faire ces camps bibliques et francophones à Sikasso, au nom de tous les Mali, rien que pour accompagner les autorités, cela est salutaire. Prière pour le Mali, dirigée par le révérend Joseph Camara, le chant de la chorale des femmes de l'église évangélique de Sikasso et la remise d'une reconnaissance au ministre et le camp biblique francophone de Sikasso est lancé. Le tribunal administratif de Gao tient enfin sa toute première audience dans ses locaux depuis sa création en 2011. 4 affaires inscrites au rôle pour cette première session. La séance était présidée par Seydouba Laïko Traoré, président du tribunal administratif de Gao. Rakiatou Touré, correspondance. Au regard de ses objectifs, le tribunal administratif de Gao a tenu sa toute première audience depuis sa création à Gao. Il a procédé à l'examen de 4 affaires. Les 2 premières affaires étaient des affaires en annulation contre des décisions des préfets, des annulations de nomination de 2 chefs de village, un pour Bourem et l'autre pour Osofla. Ces 2 premières affaires ont été renvoyées sine pour poursuite de l'inscription. Les 2 autres affaires en rapport avec la demande d'annulation des procès-verbaux émanant du chef de village de Hausa Fulan ont été jugées et attendent d'être délibérées. Dans le but d'approcher la justice de la population, le président a profité de l'occasion pour lancer un message à la population de Gao. L'accès au tribunal administratif est pratiquement gratuit, parce qu'il y a ces requêtes-là qui sont irrécevables sans frais. Et nous sommes ouverts à tout le monde. Nous sommes d'abord des conseils avant que d'être des juges. Et chaque fois que la population sent le besoin de venir nous demander conseil, nous sommes prêts à leur offrir. Créée depuis 2011, cette juridiction est désormais fonctionnelle. Le tribunal administratif de Gao couvre les régions de Kidal, Ménaka et Gao. Les légitimités traditionnelles de la région de Tombouctou reçoivent des mails du chef de l'exécutif régional. Leurs insignes et certificats, désormais ces autorités traditionnelles sont appelées à exercer leurs fonctions de représentants de l'État dans leurs villages, fractions et communes, nous précise Yéa Tandina. C'est un jour tant attendu par les communautés de la région de Tombouctou. Il s'agit de la remise officielle des insignes et certificats aux chefs de village, fractions et quartiers de la région. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. L'événement a rassemblé les délégués des différents cercles, à savoir Nyefenke, Gundam, Diri, Gourmararous et Tombouctou. Et c'est en présence d'une foule nombreuse des autorités politiques, administratives et religieuses de la ville de Tombouctou que ces insignes ont été remis aux différents récipiendaires. Ainsi, en son article 7, il autorise dans l'exercice de leurs fonctions à hisser dans la cour de leur chefferie le drapeau national et à porter au cou l'insigne distinctif. En cas de cessation de fonction, l'insigne distinctif et les certificats sont remis au sous-préfet en attendant la nomination d'un nouveau chef. Ces légitimités traditionnelles, longtemps laissées pour compte, disent être réhabilitées et mises en fonction
grâce à la clairvoyance des plus hautes autorités de la transition. C'est une grande joie qui nous anime aujourd'hui parce que les légitimités traditionnelles ont été bafouées, ont été abandonnées. Mais le président Assimi Goïta a su lever la tête. Il a compris que la base ne se fera qu'avec les chefs de village. Donc nous, chefs de village, aujourd'hui, nous sommes très honorés. Et que chacun d'entre nous, aujourd'hui, puisse mériter cette confiance qu'on nous a placée en nous. Nous avons bon espoir que cette reconnaissance participe à la satisfaction des autorités de la transition, à la restauration de l'autorité de l'État qui traverse une longue période de défritement depuis 2012. Cela nécessite bien sûr l'accompagnement des autorités traditionnelles par l'État dans vos tâches quotidiennes de représentation de l'État avec les risques divers, surtout en cette période difficile que vit notre cher pays. La cérémonie a pris un caractère festif, illustrant toute la reconnaissance des communautés envers le président de la transition. L'Alliance pour la refondation au Mali enregistre de nouvelles adhésions, occasion pour le président de l'AREMA de mettre l'accent sur le soutien à la transition et la préservation des acquis. Aoulusseïnou Touré, compte rendu. Les organisateurs de la cérémonie ont réussi leur pari, celui de mobiliser autour des responsables de l'association des vendeurs en ligne et de l'Alliance pour la refondation au Mali des centaines, voire des milliers de sympathisants acquis à la cause de la transition. Nous avons adhéré à leur vision, parce que cette vision est de pouvoir aider la jeunesse, accompagner la jeunesse à travers leur vision. Donc nous, aujourd'hui, c'est que dans les années à venir, cet emploi-là va pouvoir vraiment répondre à beaucoup d'aspirations. L'occasion a été saisie par le président de l'AREMA pour fustiger certaines attitudes négatives au moment où la nécessité de réaliser l'union sacrée autour de notre pays est plus que nécessaire. Aussi, il leur a été demandé de rester mobilisés derrière la transition afin de réussir les réformes à venir. Nous avons deux grands défis majeurs autour du cap fixé par le colonel Assimi Goïta. Le premier défi majeur, c'est de réussir la nouvelle constitution de notre pays, qui reflète véritablement nos valeurs sociétales. Le deuxième défi majeur, ce sont les élections présidentielles. Plusieurs autres organisations de la société civile manifestent leur désir de rejoindre très prochainement l'AREMA afin de participer pleinement au processus de refondation en cours. Deuxième édition de Anka Djek à Mali Deme. L'initiative citoyenne vise à mobiliser plus de 250 artistes, acteurs culturels et membres de la société civile autour de la paix et de la cohésion sociale. Ibrahim Kaou Konaté, plus d'explications. Pour le retour de la paix et de la cohésion sociale, un consortium d'artistes, musiciens, comédiens et organisations de la société civile se mobilise pour apporter leur soutien aux efforts de l'État. L'objectif, c'est de soutenir le Mali dans son élan de quête de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité au Mali, du vivre ensemble. C'est ce que tous les Maliens recherchent et c'est ce qu'il faut pour un développement. Voilà, un pays en paix, c'est un pays qui peut émerger. Cette initiative, le projet Mon Mali, est à sa deuxième édition. Les organisateurs ont saisi l'occasion de revisiter les activités de l'édition précédente, notamment le clip réalisé pour la cause et le concert géant qui ont réuni une centaine d'artistes à Bamako et à Kaï. Nous allons faire une tournée nationale pour sensibiliser autour de la paix, de la cohésion sociale, sensibiliser la jeunesse, faire un crowdfunding, un levée de fonds pour soutenir les déplacés de guerre, essayer de leur construire des camps de réfugiés viables et vivables, on va dire, et aussi de soutenir les enfants qui sont les enfants des soldats tombés au nord. Donc ces enfants-là, on veut les confier à des artistes connus comme tels que ceux qui sont avec moi. Quelqu'un qui se bat pour lui seul se bat pour rien, mais celui qui se bat pour les autres se battra jusqu'à la fin de sa vie. Et l'initiative des grands frères là, c'est pas seulement une initiative pour un but personnel, c'est pour tout le Mali. Un concert gratuit prévu le 22 septembre prochain et une tournée de paix et de cohésion sociale à l'intérieur du pays sont des activités prévues pour cette deuxième édition. Angadje, Kamali demain. Oui, tous ensemble, ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour, 16 août 2022, 4 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 7 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner.
Les obsèques de notre collègue Mamadou Bamba, caméraman à l'ERTM, ont eu lieu ce mardi matin à Sikasso. Décédé dimanche dernier à la suite d'une longue maladie à l'âge de 57 ans, Mamadou Bamba a été technicien d'antenne à Caille, chef technique à Sikasso, caméraman à Mopti et sonnier à la télévision nationale. Yuru Bala Djabate, Suleiman Bamba, reportage. La mort vient de frapper aux portes de l'ORTM. Mamadou Bamba, caméraman à l'ORTM, tire sa révérence après une longue maladie à l'âge de 57 ans. Ce natif de Sikasso a intégré l'ORTM le 1er janvier 1988. Il fut tour à tour technicien d'antenne à Caille, chef technique à la station régionale Sikasso, caméraman à Mopti, puis sonnier à la télévision nationale. Ses amis et parents gardent de lui un bon souvenir. Je retiens de lui quelqu'un de très jovial, même quand il a connu la plus grande souffrance. Il était toujours gai. Quand je rentre chez lui, je le vois sourire. À tout instant, il était comme ça. Nous sommes très attristés par cette disparition. Mamadou Bamba jouait un grand rôle dans notre famille. Le destin a voulu ainsi. On s'en remet à Dieu. Ses collègues de service à la station régionale ORTM Sikasso n'ont pas manqué de saluer sa disponibilité et ses qualités humaines irréprochables. Il a été technicien à Caille et c'est le premier chef technique de l'ORTM Sikasso. À Sikasso, il avait moins de problèmes. C'est un homme véridique de toutes les façons. On prie le grand Dieu que son âme repose en paix. Après la prière mortuaire, Mamadou Bamba a été conduit en sa dernière demeure par une foule de parents, d'amis et de collègues au cimetière de Amdalaï. Il laisse derrière lui une veuve et des enfants. Dors en paix, collègues. Oui, que son âme repose en paix. Amen. Et cette nouvelle, avant de boucler ce journal, le ministre de la Jeunesse et des Sports informe l'opinion nationale et internationale et le public sportif malien que nos basketteurs U18 championnes d'Afrique et les garçons U18, troisième du podium africain, arrivent à Bamako demain, mercredi 17 août à 15h. Le ministre de la Jeunesse et des Sports invite le public malien à leur réserver un accueil des plus chaleureux à la dimension de leur rang au Palais des Sports Salamata Maïga. Bravo encore une fois à nos équipes. Grand merci à nos téléspectateurs de Gossi, de Gourmaraous et de Menaka. Bonsoir.